Ici, je leur raconte que dans mon enfance, il y avait des hommes sandwich, et que je me rappelais encore l'un d'eux sur le trottoir en face de chez moi, un vieux monsieur sanglé entre deux pancartes qui vantait une marque de moutarde. Les marques font la même chose avec vous. Maximilien pas si bête. Sauf que nous, elles ne nous payent pas. Intervention d'une fille. C'est pas vrai, à la porte des lycées en ville, ils prennent des petits caïds, des frimeurs en chef, ils les sapent gratos pour qu'ils se la pètent en classe. La marque fait kiffer leurs potes et ça fait vendre. Maximilien, super, leur prof. Tu trouves? Moi, je trouve qu'elles coûtent très cher, vos marques, mais qu'elles valent beaucoup moins que vous. Suivit une discussion approfondie sur les notions de coût et de valeur. Pas les valeurs vénales, les autres, les fameuses valeurs, celles dont ils sont réputés avoir perdu le sens. Et nous nous sommes séparés sur une petite manif verbale. Libérer les mots, libérer les mots, jusqu'à ce que tous leurs objets familiers, chaussures, sacs à dos, stylos, pullovers, anoraks, baladeurs, casquettes, téléphones, lunettes, aient perdu leur marque pour retrouver leur nom. Le lendemain de cette visite, revenu à Paris, comme je descendais des collines du 20e arrondissement vers mon bureau, l'idée m'est venue d'évaluer les élèves que je croisais sur ma route en me livrant à un calcul méthodique. 100 € de basket, 110 de jeans, 120 de blouson, 80 de sac à dos, 180 de baladeur, à 90 décibels la ravageuse tournée auditive, 90 € pour le téléphone portable multifonction, sans préjuger de ce que contiennent les trousses que je vous fais, bon prix à 50 €, le tout monté sur des rollers flambant neufs à 150 € la paire. Total, 880 €, soit 5 764 francs par élève, c'est-à-dire 576 400 francs de mon enfance. J'ai vérifié les jours suivants, à l'aller comme au retour, en comparant avec les prix affichés dans les vitrines qui se trouvaient sur mon chemin. Tous mes calculs aboutissaient aux alentours du demi-million. Chacun de ces gosses valait un demi-million des francs de mon enfance. C'est une estimation moyenne, par enfant de la classe moyenne, doté de parents à revenus moyens dans le Paris d'aujourd'hui. Le prix d'un élève parisien remis à neuf, disons à la fin des vacances de Noël, dans une société qui envisage sa jeunesse avant tout comme une clientèle, un marché, un champ de cible. Des enfants clients donc, avec ou sans moyens, ceux des grandes villes comme ceux des banlieues, entraînés dans la même aspiration à la consommation, dans le même universel aspirateur à désir, pauvres et riches, grands et petits, garçons et filles, siphonnés pêle-mêle par l'unique et tourbillonnante sollicitation consommer, c'est-à-dire changer de produit, vouloir du neuf, plus que du neuf, le dernier cri, la marque, et que ça se sache. Si leur marque était des médailles, les gosses de nos rues sonneraient comme des généraux d'opérette. Des émissions très sérieuses vous expliquent en long et en large qu'il y va de leur identité. Le matin même de la dernière rentrée scolaire, une grande prêtresse du marketing déclarait à la radio, sur le ton pénétré d'une aïeule responsable, que l'école devait s'ouvrir à la publicité, laquelle serait une catégorie de l'information, elle-même aliment premier de l'instruction, CQFD. J'ai dressé l'oreille. Que nous contez-vous là, Madame Marketing? De votre sage voix de grand-mère, si bien timbrée. La publicité dans le même sac que les sciences, les arts et les humanités? Grand-mère, êtes-vous sérieuse? Elle l'était, la coquine, et diablement. C'est qu'elle ne parlait pas en son nom, mais au nom de la vie telle qu'elle est. Et tout à coup m'est apparue la vie selon grand-mère marketing. Une gigantesque surface marchande, sans murs, sans limites, sans frontières et sans autre objectif que la consommation. Et l'école idéale selon grand-mère, un gisement de consommateurs toujours plus gourmands. Et la mission des enseignants, préparer les élèves à pousser leurs caddies dans les allées sans fin de la vie marchande, qu'on cesse de les tenir à l'écart de la société de consommation, martelait grand-mère, qu'ils sortent informés du ghetto scolaire. Le ghetto scolaire. C'est ainsi que grand-mère appelait l'école. Et l'information, c'est à quoi elle réduisait l'instruction. T'entends ça, oncle Jules? Les gosses que tu sauvais de l'idiotie familiale, que tu arrachais à l'inextricable maquis des préjugés et de l'ignorance, c'était pour les enfermer dans le ghetto scolaire, dis donc. Et vous, ma violoncelliste du Blanc-Ménil, saviez-vous qu'à éveiller vos élèves à la littérature plus qu'à la publicité, vous n'étiez que la garde-chiourme aveugle du ghetto scolaire?
Ah, professeur, quand donc écouterez-vous grand-mère? Quand donc vous mettrez-vous dans le crâne que l'univers n'est pas à comprendre, mais à consommer? Ce ne sont ni les pensées de Pascal, ni le discours de la méthode, ni la critique de la raison pure, ni Spinoza, ni Sartre qu'il faut mettre entre les mains de vos élèves, ô philosophes. C'est le grand catalogue de ce qui se fait le mieux dans la vie telle qu'elle est. Allez, mère grand, je t'ai reconnu sous ton déguisement de mots. T'es bel et bien le méchant loup des contes. Emmitouflé dans tes raisonnements ensorceleurs, tu t'es couché gueule ouverte à la sortie des écoles pour y croquer les petits chaperons consommateurs. Maximilien en tête, bien sûr, qui a moins de défense que les autres. Délicieux à croquer, cette tête saturée d'envie, que les professeurs tentent de t'arracher, les pauvres, si peu armés avec leurs 2 heures de ceci, leurs 3 heures de cela, contre ta formidable artillerie publicitaire. Gueule ouverte, grand-mère, à la sortie des écoles. Et ça marche. Depuis le début des années 70, ça marche de mieux en mieux. Ce que tu croques aujourd'hui sont les enfants de ce que tu croquais hier. Hier, mes élèves, aujourd'hui la progéniture de mes élèves. Des familles entières occupées à prendre leurs plus petits désirs pour des besoins vitaux dans l'effroyable mixture de ta digestion argumentée. Réduits tous, grands et petits, au même état d'enfance perpétuellement désirante. Encore, encore, crie du fond de ton estomac le peuple des consommateurs consommés, enfants et parents confondus. Encore, encore. Et c'est bien entendu Maximilien qui crie le plus fort. Un goût amer m'est venu en quittant mes jeunes banlieusards lyonnais. Ces gosses étaient abandonnés dans un désert urbain. Leur lycée lui-même était invisible, perdu dans le labyrinthe des entrepôts. Leur cité n'était pas beaucoup plus gaie. Pas un café en vue, pas un cinéma, rien qui vive, rien sur quoi poser les yeux, si ce n'est ces publicités gigantesques, vantant des objets hors de leur portée. Comment leur reprocher cette frime perpétuelle, cette image de soi composée pour le public miroir du groupe? Il est assez facile de moquer leur besoin d'être vus, eux qui sont à ce point cachés au monde et qui ont si peu à voir. Que leur offre-t-on d'autre que cette tentation d'exister en tant qu'image, eux qui hériteront du chômage et que les hasards de l'histoire ont pour la plupart interdit de passer et privés de géographie? Sur quoi peuvent-ils se reposer d'autres, au sens où l'on prend du repos, où l'on s'oublie un peu, où on se reconstitue, que sur le jeu des apparences? Car c'est ça, l'identité selon grand-mère marketing. Vêtir les jeunes d'apparence. Satisfaire ce permanent désir de photogénie. Dieu de Dieu, quel rival pour les professeurs, cette marchande d'images toute faite. Dans le train qui me ramène de Lyon, je me dis qu'en rentrant chez moi, ce n'est pas seulement ma maison que je regagne. Je retourne au cœur de mon histoire. Je vais me blottir au centre de ma géographie. Quand je passe ma porte, je pénètre en un lieu où j'étais déjà moi-même bien avant ma naissance. Le moindre objet, le moindre livre de ma bibliothèque m'atteste dans ma séculaire identité. Et pas trop difficile à ce prix d'échapper à la tentation de l'image. Toute chose dont nous parlons ce soir-là, Mine et moi. Ne sous-estime pas ces gosses, me dit-elle. Il faut compter avec leur énergie et leur lucidité une fois la crise d'adolescence passée. Beaucoup s'en sortent très bien. Et de me citer les noms de nos amis qui s'en sont sortis. Ali, parmi eux surtout, qui aurait fort bien pu mal tourner, et qui aujourd'hui replonge au cœur du problème pour sauver les adolescents les plus menacés. Et puisqu'ils sont victimes des images, c'est justement par le maniement de l'image qu'Ali a décidé de les tirer d'affaire. Il les arme de caméras et leur apprend à filmer leur adolescence telle qu'elle est, au-delà des apparences. Extrait d'une conversation avec Ali. « Sont des gosses en échec scolaire, m'explique-t-il. La mère est seule le plus souvent. Certains ont déjà eu des ennuis avec la police. Ils ne veulent pas entendre parler des adultes. Ils se retrouvent dans des classes relais, quelque chose comme tes classes aménagées des années 70, je suppose. Je prends les caïds, les petits chefs de 15 ou 16 ans. Je les isole provisoirement du groupe, parce que c'est le groupe qui les tue, toujours. Il les empêche de se constituer. Je leur colle une caméra entre les mains et je leur confie un de leurs potes à interviewer, un gars qui choisissent eux-mêmes.
Ils font l'interview seuls dans un coin, loin des regards. Ils reviennent et nous visionnons le film tous ensemble, avec le groupe cette fois. Eh bien, ça rate jamais. L'interviewé joue la comédie habituelle devant l'objectif et celui qui filme entre dans son jeu. Ils font les marioles, ils en rajoutent sur leur accent, ils roulent des mécaniques dans leur vocabulaire de 4 sous en gueulant le plus fort possible, comme moi quand j'étais môme. Ils en font des caisses comme s'ils s'adressaient au groupe, comme si le seul spectateur possible, c'était le groupe. Et pendant la projection, leurs copains se marrent. Alors je projette le film une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Les rires s'espacent, deviennent moins assurés. L'intervieweur et l'interviewé sentent monter quelque chose de bizarre, qu'ils n'arrivent pas à identifier. À la 5e ou à la 6e projection, une vraie gêne s'installe entre leur public et eux. À la 7e ou la 8e, je t'assure, il m'est arrivé de projeter 9 fois le même film. Ils ont tous compris, sans que je le leur explique, que ce qui remonte à la surface de ce film, c'est la frime, le ridicule, le faux, leur comédie ordinaire, leur mimique de groupe, toutes leurs échappatoires habituelles, et que ça n'a pas d'intérêt, zéro, aucune réalité. Quand ils ont atteint ce stade de lucidité, j'arrête les projections et je les renvoie avec la caméra refaire l'interview sans explication supplémentaire. Cette fois, on obtient quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui a un rapport avec leur vie réelle. Ils se présentent, ils disent leur nom, leur prénom, ils parlent de leur famille, de leur situation scolaire. Il y a des silences, ils cherchent leurs mots. On les voit réfléchir, dis donc. Celui qui répond autant que celui qui questionne. Et petit à petit, on voit apparaître l'adolescence chez ces adolescents. Ils cessent d'être des jeunes qui s'amusent à faire peur. Ils redeviennent des garçons et des filles de leur âge. 15 ans, 16 ans, leur adolescence traverse leur apparence. Elle s'impose. Leurs vêtements, leurs casquettes redeviennent des accessoires. Leur gestuelle s'atténue. Instinctivement, celui qui filme resserre le cadre. Ils zooment. C'est leur visage qui compte maintenant. On dirait que l'intervieweur écoute le visage de l'autre. Et sur ce visage, ce qui apparaît, c'est l'effort de comprendre. Comme s'ils s'envisageaient pour la première fois tels qu'ils sont. Ils font connaissance avec la complexité. De son côté, Mine me raconte que dans les petites classes où elle intervient, elle joue à un jeu qui ravit les enfants, le jeu du village. C'est un jeu simple. Il consiste en bavardant avec les petits, en découvrant les plus gros traits de leur caractère, leurs aptitudes, leurs désirs, les marottes des uns et des autres, à transformer la classe en un village où chacun trouve sa place, jugée indispensable par les autres. La boulangère, le postier, l'institutrice, le garagiste, l'épicière, le docteur, la pharmacienne, l'agriculteur, le plombier, le musicien, chacun sa place, y compris ceux pour qui elle invente des métiers imaginaires aussi indispensables que la collectrice de rêves ou le peintre de nuages. Et que fais-tu du bandit ? Le 0,4%, le petit bandit. Qu'est-ce que t'en fais ? Elle sourit. Le gendarme, bien sûr. Hélas, on ne peut pas éliminer le cas du vrai bandit, du bandit tueur, celui que même par jeu on ne transformera jamais en gendarme. Rarissime, mais il existe, à l'école comme ailleurs. En 25 ans d'enseignement sur 2500 élèves environ, j'ai dû le croiser 1 ou 2 fois. Je l'ai vu aussi sur le banc des assises. Cet adolescent à la haine précoce, au regard glacé, dont on se dit qu'il finit dans un fait divers parce qu'il ne jugule aucune pulsion, ne retient pas ses coups, entretient sa fureur, prémédite sa vengeance, aime faire mal, terrorise les témoins et reste parfaitement étanche au remords une fois son crime commis.